Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer comme d'habitude, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, je vous le donne ici. Si vous voulez avoir accès aux fichiers PDF, des vidéos, c'est simple, hein, vous vous abonnez à l'abonnement premium de ma chaîne. Et ensuite vous m'envoyez un message privé sur Instagram et je vous inclus dans le groupe WhatsApp où je mets à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo le fichier PDF pour que vous ayez accès. Donc ça vous donne accès au fichier. En plus de ça, c'est une forme de soutien pour le travail que je fais. Et donc, aujourd'hui, on va parler... alors là, je vous ai mis le nom traduit, je vous donnerai la ref juste après. Donc, le côté obscur des soins musculo-squelettiques. Pourquoi les techniques inefficaces semblent-elles fonctionner? Une revue complète des thérapies complémentaires et alternatives. Et donc, en gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir éclater un petit peu tous les raisonnements en fait par rapport aux thérapies qui semblent marcher mais qui ne fonctionnent pas. Voilà, c'est ça qu'on va faire pendant, allez, estimation de la vidéo, il y a beaucoup de diapos, je crois qu'il y en a, ouais, il y a 38, quasiment 40, mais il y en a qui sont très rapides, on va dire 1 heure max, c'est plié. Donc, pour être à jour, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ces vidéos-là sur ma chaîne. Donc, la première, c'est celle-là, qui traite du même sujet. Vous avez, la première, c'est celle-là, où je passe en revue plusieurs études, notamment une qui s'appelle, je ne me rappelle plus du nom exact, mais en gros, pourquoi les traitements inefficaces semblent efficaces. Ok. Et là, l'étude qu'on va analyser, en fait, c'est la même étude, mais voilà, qui est allée à la salle et qui a pris des protes. Donc voilà, si vous avez vu toutes ces vidéos-là, c'est mieux pour comprendre cette vidéo. Si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller les voir après pour avoir une vision un petit peu complète. C'est vraiment les vidéos à voir pour avoir... pour développer un système d'autodéfense par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, en fait, ça va vous permettre de, quand vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, ouais, moi je fais ça, c'est hyper efficace, moi je fais ça, achetez ma formation et tout ça, mais en fait là, on va comprendre que en fait, vous allez avoir les outils, les armes pour débunker un petit peu tout ça. Et ça permet aussi de prendre du recul parce qu'on utilise aussi, nous, des techniques, des thérapies qui peuvent être pas si efficaces que ça et avec lesquelles on a des résultats. Et ça nous permet en fait de prendre un petit peu de recul par rapport à ça et de redescendre un petit peu, arrêter de se croire trop chaud, en gros. Donc vous avez cette vidéo-là, celle-là aussi qui est, qui est un complément à la précédente. Et ensuite là, on rentre dans le cas particulier avec des cas cliniques de sportifs, voilà, qui, pour certains, aiment bien tout ce qui est thérapie alternative ou thérapie complémentaire. Et justement, là, c'est des cas cliniques spécifiques de sportifs. Voilà. Donc, avec ces 3 vidéos que je vous mets là, plus celles que vous êtes en train de regarder actuellement, normalement, vous avez quand même un certain bagage pour vous protéger, comme je vous dis, de la vente de formation, pour comprendre pourquoi des fois on fait des choses qui sont pas forcément, qui ne sont pas efficaces sur le papier, qui peuvent fonctionner. Voilà. Tout ça, vous aurez les explications grâce à toutes ces vidéos là. Donc en fait voilà, ça c'est l'étude que j'ai sélectionnée. Et en gros, on va, je l'ai traduite en gros, et puis on va explorer tout ça. Et j'ai agrémenté à chaque fois, soit, je vais agrémenter soit de réflexion personnelle, soit avec d'autres études pour combiner un petit peu des données. Enfin voilà, on y va tranquillement. Donc là, on part pour 1 heure à peu près. Donc, introduction, il faut comprendre un petit peu le contexte de ça. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, en tant que discipline de santé, en fait, cette discipline, elle a connu des avancées significatives ces dernières années, principalement grâce à l'adoption en fait d'approches fondées sur les données probantes. Ok, bon ça, voilà, la pratique EBP, on va dire normalement. Bon, si vous êtes là, ça vous parle forcément. Toutefois, un phénomène préoccupant persiste, et c'est l'utilisation continue de thérapies au sein de cette discipline qui ne repose sur aucun fondement empirique, voire aucune plausibilité biologique. Typiquement, si on est dans la kinésithérapie, quand il n'y a pas de fondement empirique, je sais pas, on va utiliser par exemple les ventouses. Voilà, après en termes de plausibilité biologique, si on va chez les ostéos, on va avoir tout ce qui va être mouvement du crâne et les techniques qui vont découler avec le crânien par exemple. Voilà. Après cette étude, on va beaucoup parler d'ostéopathie et de chiropraxie. Je rappelle que l'ostéopathie et la chiropraxie, si vous êtes ostéopathe ou chiropracteur, c'est pas parce qu'on critique votre, je vais le répéter, mais c'est pas parce qu'on critique votre métier qu'on vous critique vous, ok?
les praticiens, on les respecte, les pratiques, elles ne méritent aucun respect, elles doivent être critiquées. Et voilà, c'est comme ça que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Vous pouvez pas demander aux gens de respecter l'ostéopathie, parce qu'en fait, dans ce cas-là, si vous estimez qu'on vous manque de respect quand on critique l'ostéopathie, c'est comme s'il y a un mec, il met des t-shirts rouges et vous mettez un t-shirt bleu et lui, il estime que vous l'attaquez en mettant un t-shirt d'une autre couleur. Au moment, il y a la liberté d'expression et tout ça, voilà. On va pas empiéter sur la liberté d'expression au nom de pas critiquer certaines disciplines. Voilà, c'est comme ça. En ce sens, l'usage des médecines complémentaires et alternatives a connu une progression dans diverses régions du monde avec des variations notables. Bon après ça dépend, voilà. Europe, en Europe leur utilisation elle est passée de 26 à 40% au cours des dernières années, avec notamment dans l'Allemagne, le Danemark, voilà. Il y a une augmentation comparable aux États-Unis, et en revanche, en Asie, les médecines alternatives et complémentaires bénéficient d'une forte acceptation sociale et institutionnelle, et ça favorise en fait encore davantage leur utilisation, notamment dans les pays comme la Chine, les Philippines ou la Corée du Sud, et notamment en Corée, voilà, j'en parle dans cette vidéo-là. Parce qu'en fait, effectivement, en fonction des régions du monde, vous allez avoir ces thérapies qui existent, donc alternatives ou complémentaires, et elles vont être différentes en fonction des parties du monde. Malgré les efforts déployés par une partie de la communauté soignante pour promouvoir des pratiques fondées sur les preuves, les statistiques précédentes montrent que la prise en charge contemporaine des troubles musculo-squelettiques reste influencée par l'adoption historique de médecines complémentaires et alternatives dépourvues de validation scientifique. Et ce phénomène, il a gagné en ampleur malgré l'absence de preuves empiriques, en raison notamment d'une demande croissante des patients pour des approches plus intégratives et holistiques, souvent en réponse à une insatisfaction vis-à-vis de la médecine conventionnelle et de ses effets indésirables associés. Pourtant, la popularité d'une thérapie est un indicateur médiocre de son efficacité. Oui, effectivement, ça c'est ce qu'on appelle, c'est un sophisme utilisé, l'appel à la popularité, pas parce qu'il y a plein de monde qui aime ça ou qui l'utilise que c'est vrai, d'accord? La réalité ne dépend pas du nombre de personnes qui pensent à quelque chose. Bien évidemment, si on part, je sais pas, on va dire 3000 ans en arrière, peut-être qu'à cette époque-là, tous les êtres humains qui étaient sur la Terre, ils pensaient que la Terre était plate, c'est pas pour autant qu'elle l'était. Voilà, exemple pour illustrer, mais voilà, donc c'est pas parce qu'il y a des gens qui l'utilisent que c'est efficace. Ça, c'est quand même l'appel à la popularité, ce sophisme il est quand même très utilisé pour justifier certaines pratiques. Et les interventions doivent démontrer leur réelle valeur au travers d'études rigoureuses sur le plan méthodologique. Alors après, à partir de là, il y a un cadre épistémique qu'on est en train de mettre en place pour la vidéo. C'est-à-dire que vous, si pour savoir si une thérapie elle est efficace, vous n'utilisez, enfin, quelle est votre méthode en fait? Soit vous avez la méthode scientifique, rigoureuse, qui aura ses défauts, on est d'accord, mais qui est la plus rigoureuse connue à ce jour. Donc dans ce cas-là, on part sur une des bases épistémiques qui souvent être similaires. Si pour vous, c'est pas une bonne méthode, donnez-moi votre méthode et on en parlera. Il y a de fortes chances que la méthode que vous proposiez en alternative à la méthode scientifique, elle soit éclatée. Hein. Voilà. Et après, ça faut se rendre compte. On peut en discuter, mais faut le savoir. Les expériences négatives les plus fréquemment décrites, par exemple en médecine conventionnelle, ça va être des interactions défavorables entre professionnels et patients et des perceptions d'inefficacité ou d'effets secondaires des traitements traditionnels. Voilà. Après, effectivement, les médecines alternatives et complémentaires, elles vont peut-être se développer sur le terrain d'un système de santé qui a des gros problèmes. Mais au lieu de développer dans ce cas les médecines complémentaires, alternatives et tout ça, on va plutôt essayer de soigner le système de santé conventionnel. Voilà. Bon, après, ça, c'est une idée comme ça. Toutefois, le rejet de la médecine conventionnelle ou une perception défavorable du système de santé ne sont pas les seuls moteurs du recours au MCA. Donc, le MCA, c'est médecine complémentaire alternative. Au contraire, les utilisateurs de ces thérapies sont souvent des personnes proactives qui choisissent elles-mêmes les traitements qu'elles estiment les plus efficaces. Après, c'est toujours pareil, c'est elles décident elles-mêmes, mais ont-elles les bonnes informations pour pouvoir choisir. De plus, bon nombre de ces pratiques, qui semblent s'appuyer sur une base scientifique, sont utilisées par des professionnels de santé, ce qui peut renforcer la confiance du public à leur égard. Effectivement, si on prend par exemple la chiropraxie ou l'ostéopathie, ce n'est pas une profession de santé en France inscrite à la HS et tout ça, mais ça peut être utilisé par des professionnels de santé, médecins, kinésithérapeutes, autres, et du coup ça donne une certaine légitimité. Ce qui fait qu'on se retrouverait avec une espèce d'effet de halo avec la médecine scientifique,
si le médecin pratique l'ostéopathie, bah en fait le côté scientifique et sérieux de la médecine va rejaillir sur l'ostéopathie. On peut avoir aussi une espèce d'argument d'autorité. Le médecin, c'est la référence en domaine de santé. S'il utilise l'ostéopathie, c'est que l'ostéopathie, c'est pareil, ça doit faire partie intégrante du système de santé, c'est efficace, c'est utile et tout ça. Donc avant de passer à la suite, bien évidemment, il faut aller voir cette vidéo-là. Pourquoi l'ostéopathie c'est nul? Si t'es ostéopathe et que le fait de lire le titre, ça te tique un petit peu au niveau de dans ta tête, je te conseille d'aller la voir justement. C'est voilà, pour déconstruire un petit peu tout ça et comprendre en fait qu'on peut critiquer les pratiques sans critiquer les praticiens, d'accord? Et qu'on ne doit pas respecter les croyances. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que je veux dire. J'ai vu ça encore sur Instagram il n'y a pas longtemps, où il y a quelqu'un qui voulait organiser un débat, et il disait j'organise un débat, mais on respecte les croyances de chacun. Bah, en fait, c'est complètement absurde de dire ça. Ça veut dire on respecte les croyances, mais en fait ne méritent pas de respect. Justement, ça doit être critiqué pour pouvoir avancer, pour pouvoir argumenter, pour pas empiéter sur la liberté d'expression des autres aussi, parce que c'est mon droit de la liberté d'expression de dire que l'ostéopathie s'est éclatée, par exemple. Admettons, même si c'était faux factuellement, j'aurais le droit de le dire. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on peut pas, pour respecter les croyances des autres, empiéter sur la liberté d'expression des personnes. Ok? Après, bon, là, c'est le bingo des sophismes. Donc, en général, si vous utilisez une pratique de soins ou que vous voulez aller voir quelqu'un qui vous propose une pratique de soins et que tous ces arguments rentrent dans ce bingo, et ben dans ce cas-là, soit vaut mieux pas défendre la pratique que vous défendez, hein, parce que si vous avez besoin d'utiliser des sophismes ou même de mentir, c'est peut-être que ce que vous défendez, c'est pas défendable. Et si vous voulez consulter et qu'on vous sort que des choses comme ça, bah, si la personne en face de vous, elle est capable d'utiliser que des sophismes et aucun argument solide, bah, ça vaut peut-être le coup de pas aller le consulter. Voilà. Donc ça coûte rien d'essayer, c'est utilisé par plein de monde. Là, on retombe sur l'appel à la popularité. Voilà, là, on va finir par montrer que ça marche. C'est un appel à l'ignorance. Tant qu'on ne sait pas, on fait. Voilà. Et surtout que on ne montre pas une inefficacité, voilà, en général on prouve plutôt, on dit que les résultats ont échoué à montrer une efficacité, donc, ou une différence ou quelque chose, donc c'est voilà, c'est des choses, si ça en commentaire Instagram, oui mais non c'est à vous de prouver que c'est inefficace, non c'est une inversion de charge de la preuve, et non c'est à toi, tu défends une thérapie, c'est à toi de prouver que c'est efficace, parce que la charge de la preuve, elle incombe à celui qui prétend, c'est quand même une règle de base. Voilà, donc j'ai des résultats avec mes patients, bah, on va voir comment, avec dans cette vidéo, comment on peut avoir des résultats avec des thérapies éclatées, l'appel à la popularité, bon voilà, c'est là le témoignage, bon, un peu tout ça. Donc pour illustrer cette situation, on peut citer, donc on revient sur celle d'avant, hein, avec les effets secondaires et tout ça. On peut citer les traitements pharmacologiques des céphalées, qui représentent généralement la première ligne d'intervention. Sauf que bah, c'est pas sans risque, comme tout médicament. Il y a en fait un tiers des patients qui vont souffrir de céphalées, qui se disent insatisfaits des résultats. Et donc, une partie de ces patients, beaucoup, vont se tourner vers les médecines complémentaires et alternatives, telles que la chiropraxie et l'ostéopathie. Ou l'ostéopathie, deux thérapies qu'on va voir ici. Les MCA sont définis comme un ensemble diversifié de systèmes médicaux, de pratiques et de produits de santé qui ne sont pas actuellement considérés comme faisant partie de la médecine conventionnelle. Elles se caractérisent par un nombre limité d'essais cliniques validant leur hypothèse ou évaluant leurs résultats dans différentes conditions, puisqu'elles étaient initialement considérées comme en dehors du champ des pratiques fondées sur les preuves. Et ça, c'est quelque chose qui est important. En fait, c'est en dehors du champ. Et c'est pareil, admettons, on va prendre la chiropraxie, c'est en dehors du champ parce qu'ils font leur truc dans leur coin, notamment la naissance de la chiropraxie, c'est un petit peu particulier tout ça, même si ça évolue depuis, bon voilà, c'est en dehors du système de soins. S'il y a des techniques qui fonctionnent en chiropraxie, en santé, la médecine prendra une partie, probablement, de ces thérapies pour les utiliser. Ça veut pas dire, si elle en prend une, même deux, même 10, ça ne veut pas dire que la chiropraxie d'un seul coup c'est quelque chose d'incroyable. Il peut y avoir une technique dedans qui est utile. Après, c'est pas parce que une technique est utile que l'ensemble est utile. Ok, après c'est le sophisme de composition. C'est pas parce qu'il y a un truc utile que tout l'est. Ok, c'est voilà le sophisme de composition, ça peut être aussi
Si vous faites un énorme mur avec des toutes petites briques, c'est pas parce que toutes les briques sont petites que le mur à la fin il est petit. Non, il peut être énorme. Voilà, c'est pour comprendre. Donc, c'est ça, et c'est un peu comme par exemple, on peut parler de la religion. La religion, ça part d'un principe, c'est sur la foi, donc on croit sans avoir de bonnes raisons de croire. Si un jour la science découvre l'existence de Dieu, tout ce qui appartient au domaine de la religion partira dans le domaine de la science, ça sera étudié. Voilà, c'est pour montrer qu'en fait, ça peut être en dehors du champ de la médecine, en dehors du champ de la science, mais que en fonction de certaines choses qui se passent, il y a des champs qui peuvent être récupérés si on a un jour des bonnes raisons de les récupérer, bien évidemment. C'est ça la prémisse de base. Les thérapies complémentaires d'un côté acceptent divers modèles de la maladie et peuvent être utilisées en parallèle des traitements conventionnels fondés sur des données probantes. Donc ça c'est les complémentaires. Les thérapies alternatives de l'autre, elles proposent un modèle unique de la maladie censé expliquer toute la complexité de la santé et de la maladie. C'est la différence. Il y en a une qui c'est complémentaire et une c'est alternative. C'est incroyable, c'est dans le nom. Parmi les exemples liés à la prise en charge, notamment musculo-squelettique, va figurer l'ostéopathie avec sa loi de l'artère et la chiropraxie avec sa loi du nerf. Après, certains d'entre eux, donc ça c'est ce qui est écrit dans l'article. Certains diront, oui mais d'où ça vient ces deux trucs-là, ou alors ça a été remis en question, ou alors ça a été mis à jour, tout ça. Là je vous le mets parce que ça a été cité. Voilà. Et que, de toute manière, dans les principes de l'ostéopathie et de la chiropraxie, enfin même dans la naissance du truc de toute manière, c'est voilà, c'est des mecs qui ont eu des illuminations, le fondement au début il est quand même un petit peu bancal quoi. Et il y a deux choses qu'il faut retenir avant qu'on passe à la suite, ok? Il y a ce qu'on appelle le sophisme de la double faute, d'accord? Donc si on dit oui mais en ostéopathie il y a ce problème là, répondre oui mais en kiné aussi, ça n'a jamais été un argument. Très simple. Vous arrivez au tribunal. Vous avez volé, je sais pas, 4 millions d'euros à une banque. Voilà. Vous avez fait un braquage de banque. Vous avez volé 4 millions d'euros et en braquant la banque, vous avez tué deux personnes. Vous arrivez, vous vous défendez, vous dites oui, mais la personne juste avant moi qui s'est fait juger, elle a volé 10 millions et elle a tué 10 personnes. Vous croyez que le juge il va dire vous avez raison, vous êtes acquitté? Bien évidemment que non. En fait, vous allez être jugé sur les faits. Arrêtez de vous plaindre sur les personnes qui sont à côté ou sur les autres métiers. Quand on parle de votre métier, de votre pratique, que ce soit l'ostéopathie, la chiropraxie, même si moi on parle de la kiné, je vais pas commencer à me défendre en disant oui, mais les autres ils font pareil ou les autres c'est pire et tout ça. Ça, c'est l'argument vraiment de la double faute. Donc on évite d'utiliser cet argument. C'est quand on parle sur des faits, voilà, on reste sur ces faits-là. Ça sert à rien d'aller ailleurs. Et on évite de faire un biais d'anachronisme, ok, dans le sens où on évite de... parce qu'il y a un argument, que j'ai pu entendre plusieurs fois, qui consiste à dire que la médecine, quand c'est né, avec Hippocrate, il y avait la théorie des humeurs. On sait que c'est complètement faux, c'est complètement éclaté. Donc laissons le temps à l'ostéopathie de devenir quelque chose de sérieux. En fait, vous jugez, quand les personnes qui utilisent un argument comme ça, en fait, vous jugez la, vous comparez la naissance de l'ostéopathie qui a moins de 200 ans avec une pratique qui en a 2400. Vous comparez la naissance de la médecine et la naissance de l'ostéopathie alors qu'il y a 2200 ans d'écart entre les deux. Ça n'a aucun sens. C'est un biais d'anachronisme incroyable. C'est comme si moi je repars à l'époque où il y a eu la théorie des humeurs, avec des médecins qui ont fondé certaines choses de la médecine, voilà, ou des principes qui peuvent être encore utilisés, même s'ils ont été bien évidemment modifiés, c'est sûr et certain. Mais même sans être médecin, je serais un meilleur médecin. Pourquoi? Bah parce que même je connais les virus, je connais les microbes, je sais que c'est des choses microscopiques, je sais que bah, si on se lave les mains ou qu'on fait plus attention à certaines choses, on peut pas juger les deux. On compare pas une pratique de 1800 et quelques avec une pratique il y a 2400 ans. Enfin, ça n'a aucun sens de faire ça. Ok, donc on évite le biais d'anachronisme. Voilà. Et on part pas du principe que la médecine, elle a su évoluer pour arriver à ce qu'on est maintenant. Donc toute pratique qui concerne la santé évoluera pour arriver au niveau de la médecine. Bien évidemment, c'est faux.
d'accord? Vous avez plein de choses qui ont commencé, qui se sont arrêtées. Vous avez la phrénologie avec l'étude des os du crâne ou je sais pas quoi, bah ça s'est né, voilà, ça s'éteint et il y a des choses comme ça qui sont éclatées. Sinon, dans ce cas-là, ça marche avec tout. Donc ça veut dire que l'homéopathie, bah, il faut leur laisser 2200 ans pour montrer, pour peut-être que ça devienne quelque chose de sérieux. La naturopathie, bon, on leur laisse 2200 ans pour montrer que c'est... Et on fait ça avec tout. Donc ça n'a pas de sens de réfléchir comme ça. C'est pas des arguments qui sont valables. Donc la classification des MCA indique qu'aucune d'entre elles n'a été soumise à des études scientifiques rigoureusement conçues et exécutées, permettant de répondre à des questions essentielles telles que leur plausibilité biologique ou leur efficacité clinique. En général, voilà, si on a les deux, si on a une plausibilité biologique avec des études mécanistiques qui nous disent ah ça peut le faire, et que derrière on a des données empiriques avec qui nous montrent une efficacité clinique, là on est sur quelque chose, une base, on peut se dire on peut commencer à travailler dessus quoi. Donc, en revanche, lorsque ces thérapies répondent favorablement aux critères de la méthode scientifique, elles sont retirées des listes de MCA et intégrées au répertoire des techniques fondées sur les preuves. Évidemment, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'on prend une technique dans une thérapie MCA, dans une MCA, que d'un seul coup, ça en fait de la globalité de celle-là une thérapie efficace sur tous les points. Non, pas du tout. Pas du tout. Dans ce contexte, il devient de plus en plus nécessaire d'entreprendre une revue critique et approfondie des MCA utilisés en musculosquelettique en se concentrant sur leur plausibilité biologique, leur efficacité clinique et les facteurs impliqués dans les réponses et effets cliniques, notamment les mécanismes d'action potentiels, les facteurs contextuels, la réponse placebo et les influences psychologiques. Parce qu'effectivement, il va y avoir des biais cognitifs. En plus, je rappelle que dans le MSK, c'est pratique parce que la plupart des troubles MSK, de toute manière, ils vont être spontanément résolutifs en général. Donc, en plus, vous rajoutez une thérapie qui a même peu d'efficacité, mais des effets contextuels, vous avez un truc qui semble marcher, mais qui marche pas. Donc après, bon là, c'est les différentes phases, on va dire, de compréhension. Donc, éclairer pourquoi certaines techniques inefficaces semblent fonctionner en musculo-squelettique. Voilà, avec un graphique qui illustre en fait les phases progressives qui permettent d'expliquer justement que certaines techniques inefficaces paraissent efficaces dans la prise en charge MSK. Et voilà, ils sont représentés par les phases lunaires où en fait on a une illustration qui symbolise la transition de l'obscurité à la lumière qui va être la connaissance actuelle. Voilà. Et donc en fait les phases différentes, la plausibilité biologique, bah, ça apporte un peu de lumière. Ah, on a des effets cliniques, ok. Ah, on a des effets spécifiques. Ah, voilà. Euh, donc ça c'est voilà, c'est une illustration. Plausibilité biologique des médecines complémentaires et alternatives. Donc la discussion autour de la plausibilité biologique de l'ostéopathie et de la chiropraxie dans le cadre des soins MSK, ça constitue un aspect essentiel qui mérite une analyse approfondie. C'est un peu, si on a des mécanismes un petit peu comme ça, c'est sur ça qu'on peut se baser derrière pour avoir une certaine compréhension. Et après, on voit si en testant les hypothèses, notamment dans le cadre d'essais cliniques, on voit si ça marche. Comprendre les limites des modèles théoriques sur lesquels reposent ces thérapies est fondamental pour évaluer leur validité. Okay, il ne suffit pas de dire il y a 1 million d'ostéopathes, donc c'est sûrement vrai. Il y a 4 millions ou même 130 millions de consommateurs de l'ostéopathie en France, donc ça marche. On va essayer de réfléchir un tout petit peu plus loin. Si c'est possible, la plausibilité biologique constitue un pilier fondamental pour établir des liens de causalité dans les sciences de la santé. C'est sur ça qu'on va se reposer. Et après, comme je disais, pour après faire des tests cliniques. Donc, plausibilité biologique de l'ostéopathie. L'ostéopathie a été fondée par le médecin américain Andrew Taylor Still. Elle repose sur l'idée que des dysfonctions somatiques du système musculo-squelettique seraient à l'origine des troubles musculo-squelettiques, mais aussi non musculo-squelettiques, et que leur traitement principal réside dans les manipulations ostéopathiques. Donc déjà, quand même, si on se base sur comment ça a été formulé ici, c'est... Là, après on part dans les principes, hein, que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Hein. Là, quand même, on pose les dysfonctions somatiques. Donc ça veut dire ça n'existait pas avant l'ostéopathie. Donc ça veut dire on crée une entité. Donc faut la prouver quand même. Et c'est à l'origine de troubles musculo-squelettiques et non musculo-squelettiques. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc là, il va falloir quand même des preuves derrière qui pèsent assez lourd. Ces dysfonctions affecteraient le système squelettique, vasculaire et nerveux, pouvant engendrer douleurs, dysfonctionnement d'organes ou altération de la santé systémique, soulignant ainsi l'interconnexion entre le système musculo-squelettique et les autres systèmes du corps. Okay.
Après, si on parle, pareil, de choses mécanistiques et tout ça, effectivement, on peut avoir des liens entre les organes du corps et le système musculo-squelettique via des liens anatomiques. Pas pour autant que, pour expliquer des choses, on peut, pourquoi pas se poser dessus, c'est pas pour autant que quand on va les tester en clinique, il y aura un effet, hein. Voilà, c'est... Cette approche prétend que les manipulations ostéopathiques peuvent traiter un large éventail de conditions, allant de la douleur musculo-squelettique aux troubles liés à la dépendance. Cependant, cette généralisation risque de nuire à la crédibilité scientifique de la pratique ostéopathique en écartant les consensus scientifiques établis et en perpétuant des lacunes épistémologiques. L'ostéopathie s'articule autour de trois grands courants: l'ostéopathie structurelle, crânienne et viscérale. Okay, donc on a des choses, donc on nous dit que ça peut jouer sur la douleur musculo-squelettique. Troubles liés à la dépendance, je crois que c'est la traduction dans le texte, c'était par rapport aux médicaments. Voilà, donc en gros, c'est juste pour montrer ok, les troubles musculo-squelettiques, mais en plus, on peut aller sur des choses complètement qui ont complètement rien à voir, quoi. On va faire un point rapide sur les types d'ostéopathie. De toute manière, vous avez ma vidéo Pourquoi l'ostéopathie c'est nul, si vous voulez vraiment vous plonger dans le cœur de l'ostéopathie. Je récupère les articles, notamment d'une personne, Thomson, qui fait des articles sur l'ostéopathie, qui essaie de faire progresser les choses, et j'ai fait une compile de ces articles pour donner voilà, l'état de l'ostéopathie. L'ostéopathie structurelle, donc là, elle met l'accent sur l'interconnexion des systèmes corporels et la capacité d'auto-guérison du corps. Elle postule que les dysfonctionnements musculo-squelettiques peuvent affecter les organes via des réflexes somato-viscéraux, tandis que certaines pathologies viscérales peuvent se manifester dans les tissus musculo-squelettiques par des altérations du mouvement ou de la consistance tissulaire, appelées réflexes viscéro-somatiques. Je rappelle quand même que, j'en parlerai à l'ostéopathie viscérale. Le traitement ostéopathique vise à corriger ces dysfonctions, ça va en soulageant en fait la douleur, en améliorant l'amplitude de mouvement, ainsi que les circulations neurovasculaires et lymphatiques. Ça fait un peu tout, quoi. Cependant, cette approche repose sur l'identification des dysfonctions somatiques, un processus qui montre une faible fiabilité interexaminateur entre praticiens, ce qui est quand même bien dommage. L'ostéopathie crânienne repose sur l'idée que des altérations dans la mobilité des sutures crâniennes peuvent engendrer des pathologies ou des dysfonctions. Elle suggère qu'un déséquilibre au niveau de la synchondrose sphénobasilaire pourrait perturber l'ensemble du complexe crânien. Un diagnostic, souvent posé à l'aide de tests palpatoires spécifiques. Voilà, donc là déjà on se pose des questions, ça veut dire qu'il n'y a que l'ostéopathe qui peut diagnostiquer. Voilà, des tests spécifiques déjà dans l'ostéopathie structurelle. On dit que c'est pas ouf ouf, est-ce que dans le crânien c'est pas pire? Voilà, après, voilà. Et malgré ça, admettons que les tests soient valides, est-ce que derrière, ça veut dire que la technique qu'on va faire va changer quelque chose? C'est pas sûr non plus, voilà, il y a quand même un cheminement assez long avant d'arriver à montrer qu'une technique est efficace. Cette approche utilise des analogies avec des phénomènes biologiques établis comme les rythmes cellulaires ou cardiaques pour justifier l'existence d'un rythme qu'on appelle crânio-sacré. Toutefois, les études d'imagerie par résonance magnétique, donc les IRM, hein, montrant des variations de moins d'1 millimètre dans le crâne sont souvent écartées ou mal interprétées. Il subsiste un scepticisme quant à la capacité des praticiens à percevoir manuellement de telles variations submillimétriques qui dépassent d'ailleurs la résolution de l'IRM. Donc vous avez des personnes qui vont en fait affirmer qu'ils ont des mains plus précises qu'une IRM. Ça dérange personne. Non, si vous êtes là, c'est que ça vous dérange, ce genre d'affirmation, je le sais. L'ostéopathie viscérale, enfin, repose sur l'idée qu'une manipulation manuelle peut améliorer la mobilité des organes internes et restaurer leur fonction en s'appuyant sur une interconnexion entre structure viscérale et musculo-squelettique. Néanmoins, les études portant sur la mobilité viscérale supposée montrent des résultats incohérents et peu concluants. Moi, je rappelle quand même que dans mon école de kiné, j'avais des cours de thérapie manuelle viscérale. Ok, ça me parlait de motilité des organes, avec le foie qui bouge comme ceci, le machin qui bouge. Voilà, des questions à se poser quand même par rapport à ça. Les fondements biomécaniques et physiologiques avancés manquent de solidité sur le plan anatomique. Bien que l'on observe une mobilité des viscères lors de la respiration ou d'activités physiques comme la course ou les sauts, aucune relation de cause à effet clair n'a pu être démontrée entre une altération supposée de cette mobilité et les manipulations censées la restaurer. Effectivement, vous avez un organe, vous percevez, vous, avec vos mains plus précises que des IRM, bien évidemment, que ça bouge moins bien dans un sens où je ne sais pas ce que vous sentez. Ensuite, vous corrigez ça. Derrière, le mec qui va courir, voilà les impacts que ça va donner. Et même ça, c'est sur le plan un peu. Dans ma pensée, j'ai du mal à visualiser. J'ai du mal à visualiser ça. On corrige quelque chose allongé sur une table alors que ça bouge plutôt. Là, on vous parle de course et tout ça. On corrige sur la table, ça va. Ouais, je sais pas. Moi, je suis sceptique sur cette histoire.
Par ailleurs, l'ostéopathie tombe souvent dans le piège du possibilisme anatomique, ça j'en parle dans ma vidéo sur l'ostéopathie, en fait en exagérant les liens anatomiques et fonctionnels jusqu'à l'absurde, c'est pas moi qui le dis, c'est dans l'étude que je vous traduis. La fiabilité des techniques diagnostiques utilisées en ostéopathie viscérale reste mal étayée et aucun consensus n'existe sur l'existence même des dysfonctions somatiques. C'est quand même le problème, il y a quand même un truc qui se base sur la dysfonction somatique et c'est toujours pas, voilà, dont l'existence n'est même pas est remise en question, on va dire. Oui, mais la dysfonction somatique, c'est les anciens modèles, maintenant on réfléchit plus comme ça. Nanana. Ok. On peut parler de mécanismes ou de principes de philosophie. Après, on peut tout simplement parler en termes de résultats cliniques. Où sont les études? Et je rappelle aussi qu'une étude sur la thérapie manuelle n'est pas une étude qui montre que l'ostéopathie est une étude, admettons, qui montre que la thérapie manuelle versus un placebo, c'est ultra efficace dans les pathologies du coude sans traumatisme, par exemple, je dis n'importe quoi. Vous vous retrouvez avec des tailles d'effets incroyables, enfin tout montre une méta-analyse, on va dire même avec, vous avez une méta-analyse avec qui prouve que vous avez un effet important et tout ça, c'est pas pour autant que ça justifie, que c'est une étude en thérapie manuelle, que ça justifie l'ostéopathie. Hein. C'est deux choses qui sont différentes. L'ostéopathie, c'est pas juste de la thérapie manuelle. Faut qu'on soit d'accord sur la définition. Là, on arrive à la partie promotion, donc je vais vous parler de ma formation sur la lombalgie et les drapeaux rouges, afin de sécuriser la prise en charge précoce. Donc en gros, c'est quelle pathologie je dois être capable d'identifier quand mon patient vient pour une lombalgie. Okay, et on va donc faire une anamnèse qui va être pertinente avec ce que le patient va commencer à nous raconter, On va adapter ensuite l'examen clinique, prendre des décisions à partir de ça. Est-ce que c'est un patient que je prends? Est-ce que c'est un patient que je vais référer? Si je le réfère, de quelle manière? Plutôt aux urgences, plutôt chez le médecin, parce qu'on a le temps et que c'est pas forcément pressé. Est-ce que je le prends et je le garde en surveillance? Voilà. Donc c'est tout ça qu'on voit. Sur ma chaîne YouTube, vous avez donc ces deux vidéos-là. Donc celle-là, elle date un petit peu. Ça, c'est la vidéo plus récente. C'est un extrait de la partie sur le syndrome de la queue de cheval pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça peut donner. Ça, c'est le programme. Donc on a 4 modules. Le premier, c'est tout ce qui va être fracture, tumeur, infection vertébrale. Le deuxième, c'est pathologie neurologique. Donc sténose rachidienne lombaire, syndrome de la queue de cheval et les déficits neurologiques spécifiques. Et ensuite, on a les pathologies vasculaires avec l'anévrisme de l'aorte abdominale, les maladies artérielles périphériques et les thromboembolies veineuses avec thrombose veineuse profonde du membre inférieur et embolie pulmonaire. Et ensuite, on voit la spondyarthrite axiale avec la non radiographique et la radiographique, ce qu'on appelait en fait auparavant spondyarthrite ankylosante. Donc ça, c'est le programme. Et je rappelle que pour toutes les personnes qui achèteront la partie sur les lombalgies avant que la partie sur les cervicalgies sorte, vous aurez bien évidemment, pour votre confiance, je vous donnerai, pour ceux qui voudront la partie sur les cervicalgies, vous aurez une réduction sur la partie suivante. Voilà. Sachant en fait, quand les deux parties sortiront, il y aura un pack à prix réduit. Toutes les personnes qui auront acheté la partie lombalgie avant la sortie du pack avec la cervicalgie, vous aurez un prix encore plus intéressant. Voilà. Donc, j'ai pas encore fini, il reste quelques mois. Voilà, donc de toute façon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vidéos que je fais sur YouTube. Voilà, et c'est voilà, pour vous tenir au courant. Donc ça, c'était la petite page de promotion. Si vous avez des questions, bah, soit vous me posez directement les questions, vous venez me voir sur Instagram, vous me posez les questions. Vous avez le lien de la page de vente en description qui répond à pas mal de questions. Et après là, vous avez vraiment 1 heure de vidéo où je vous présente partie par partie le programme. Voilà, comme ça normalement, en fait le but c'est que vous soyez le plus informé possible au moment d'acheter la formation, que vous n'ayez pas de surprise, vous vous dites ah oui je m'attendais à ça mais en fait il n'y a pas ça. Voilà, donc là vous avez vraiment tout le programme détaillé donc sur la page de vente avec le lien en description. Et vous l'avez aussi dans cette vidéo détaillée de la formation, avec une réflexion sur pourquoi je l'ai fait, comment j'ai fait la formation et tout ça. Donc là, on va repartir sur notre étude, donc avec le côté obscur des soins musculo-squelettiques. Et là, on va parler efficacité clinique de l'ostéopathie et de la chiropraxie dans les soins musculo-squelettiques. Donc, efficacité clinique de l'ostéopathie, et ben, l'ostéopathie qui inclut, on a vu, structurel, viscéral, crânio-sacré, bah, il y a un débat quand même par rapport à ça sur son efficacité dans le domaine des soins MSK. Bien que l'efficacité de l'ostéopathie dite pragmatique ait été étudiée dans certaines revues systématiques avec méta-analyse, et qu'elle soit associée à des effets statistiques faibles sur les résultats cliniques,
Les biais méthodologiques identifiés jettent un doute important sur ces résultats positifs. Bien évidemment, c'est pas parce qu'on a une méta-analyse qui montre un certain résultat qu'on peut prendre cette méta-analyse pour vrai. Voilà, il faut regarder un petit peu ce qu'elle raconte, quelles études sont incluses. Bon, après, c'est la lecture critique, quoi. Les principaux biais relevés concernent l'inclusion de résumés de congrès, donc là c'est déjà pas très lourd, d'études pilotes ne visant pas à évaluer l'efficacité clinique, ainsi que de documents non publiés émanant d'institutions ostéopathiques considérées comme des études pertinentes. Donc on voit que là on inclut quand même des trucs nuls. Là au bout d'un moment, on va dire les termes. C'est nul. Des revues systématiques récentes, avec des approches méthodologiques plus rigoureuses, on conclut que les traitements ostéopathiques, manipulatifs, pragmatiques, ainsi que l'ostéopathie viscérale et crânienne, prises isolément, ne produisent pas d'effets cliniques statistiquement significatifs chez les patients atteints de troubles musculo-squelettiques ou non musculo-squelettiques. C'est très important ça, je le relirai bien une deuxième fois, mais c'est un peu long, donc je vais pas le faire, voilà. Mais vous, je prends une gorgée de ça, vous relisez la phrase de votre côté. Bon, vous avez relu? On est d'accord. Très bien. On passe à la suite. En particulier, une revue systématique et méta-analyse récente a démontré que l'application pragmatique du traitement ostéopathique manipulatif n'était pas supérieure à des interventions placebo ou simulées chez des patients souffrant de douleurs cervicales ou lombaires. Et c'est là aussi qu'on retombe dans quoi? Bah, dans le fait qu'il y ait des personnes qui vous vendent des formations pour apprendre des manipulations, pour être précis, pour être ceci, pour être cela, qui sont inutiles. Oui, on peut manipuler. Le but de la manipulation, en fait, c'est déjà est-ce que la personne veut bien ou veut pas. Déjà, voilà, déjà là, c'est le premier critère. Elle veut, bon, bah, on peut manipuler, elle veut pas, voilà. Et une fois que vous le faites, vous soyez sécuritaire et confortable, ok? Donc on balance pas un trust sur un trust cervical sur une personne âgée qui a une polyarthrite rhumatoïde bien active, ok? Plus de ligaments cervicaux et on trust. Bah, ça, voilà, dans la sécurité, on le fait pas. Et après, une fois que vous avez le consentement, la sécurité, bah après, il suffit juste d'être confortable. Est-ce que vous avez besoin de un an de stage avec un week-end par mois pendant un an? Non. Pour être confortable, il n'y a pas besoin de tout ça. Ok? Et alors, être précis pour pas faire mieux qu'un placebo, à un moment donné, après, si vous kiffez vous prendre la tête, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. Ce résultat suggère que les effets observés pourraient être davantage attribuables à des réponses placebo. Non, j'y crois pas. Ça, je refuse de le croire. Qu'à des mécanismes thérapeutiques spécifiques. Non, c'est faux, ça, c'est pas possible. Plusieurs problèmes méthodologiques majeurs ont été identifiés dans les essais cliniques primaires. L'un des points les plus préoccupants est le diagnostic fondé sur la palpation manuelle des supposées dysfonctions somatiques, dont la fiabilité est remise en question en raison d'une faible concordance entre examinateurs et de l'impossibilité de standardiser cette méthode. Et j'ai pas mis... Ah, je vous l'ai pas mis. J'ai fait une vidéo sur le sujet où, bon bah voilà, faut que vous trouviez Deadpool avec un sniper, et la vidéo elle s'appelle manipulation, vous n'avez pas besoin d'être un sniper, ou un truc comme ça. Et on parle de ça justement, des tests qui sont un peu éclatés, de quand on manipule jamais le bon étage, et de toute façon qu'on manipule le bon ou le mauvais, c'est pareil. De plus, il n'existe pas de standardisation claire des paramètres des techniques utilisées, telles que la force appliquée, la durée des interventions ou les critères guidant l'application basés sur la palpation. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune standardisation. Là, donc en termes de force, de durée, il y a une chose, moi je trouve standardisée sur les réseaux sociaux, mais après ça c'est ma capacité à analyser les choses, j'ai envie de dire, c'est que dès que vous avez un mec qui montre une technique, et qui vend une formation en thérapie, sur de la thérapie manuelle, en ostéopathie ou en chiro ou quoi, c'est que quand vous envoyez le trust, faut toujours retirer vite les mains et regarder en l'air ou regarder le patient, regarder quelque part, et comme si quelque chose s'était passé ou quelque chose allait se passer. Voilà. C'est la seule chose standard qu'il y a dans un traitement en ostéopathie, en chiropraxie ou en thérapie manuelle. Voilà, on ne sait pas quelle force on met, on ne sait pas combien de temps. On sait pas combien de temps on le met, voilà, on connaît pas les critères, mais à la fin de la manip, faut retirer vite les mains et regarder quelque part en attendant qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est la seule standardisation qu'il existe. Parmi les autres facteurs préoccupants figure l'utilisation de techniques placebo à l'efficacité douteuse. Voilà, effectivement, si on compare avec quelque chose qui a pas d'effet, enfin voilà, qu'on sait qu'il n'y a pas d'effet, ou même limite qui est négatif.
pas s'il y en a beaucoup, mais voilà. L'absence d'évaluation adéquate du masquage, oui, bah voilà, oui, effectivement. L'utilisation de petits échantillons, ainsi que la forte variabilité et des écarts types élevés au sein des groupes étudiés. Bref, en fait, toute la panoplie du truc qui fait qu'à la fin, t'as fini de lire ton étude, tu fais... Tu dis, ouais, purée, j'ai passé 1 heure à lire ça, et à la fin, qu'est-ce que j'en conclus? Bah, j'en conclus à rien du tout. Je suis pas plus avancé qu'avant. Efficacité clinique de la chiropraxie. Bon là on s'est moqué des ostéos, maintenant on va se moquer un petit peu des chiros du coup. Non, les chiros en fait le truc c'est que c'est prouvé scientifiquement que ce qu'ils font c'est efficace. Non je rigole. Donc efficacité clinique de la chiropraxie. La chiropraxie fait l'objet de critiques similaires concernant son efficacité clinique. Je veux pas le croire non plus, ça, c'est incroyable. Il y a vraiment une espèce d'acharnement j'ai l'impression contre l'ostéopathie et la chiropraxie. Elle est souvent remise en question en raison de l'absence de modèles biologiques plausibles pour justifier ces interventions. Non, c'est pas possible non plus ça. C'est trop, je vais pas pouvoir continuer, c'est trop difficile à lire. Bien que des améliorations à court terme des symptômes rachidiens aient été observées, celles-ci restent modestes et souvent sans réelle signification clinique. Par ailleurs, les interventions chiropractiques n'ont pas démontré de supériorité par rapport à d'autres traitements, et leur efficacité par rapport à un placebo ou à l'absence de traitement reste incertaine. Ok. L'utilisation de la chiropraxie pour des pathologies non liées à la colonne vertébrale n'est pas soutenue par les données scientifiques disponibles. Attends. L'utilisation de la chiropraxie pour des pathologies non liées à la colonne vertébrale n'est pas soutenue par les données scientifiques disponibles. Mais eux aussi, pourtant, moi, quand je les vois sur Instagram, ils mettent une liste de motifs de consultation incroyables, et finalement, elle devrait être plus courte, cette liste. Ça, non. La manipulation vertébrale constitue la pierre angulaire des soins chiropractiques, mais elle est fréquemment associée à des effets indésirables bénins, et dans de rares cas, des complications graves dont l'incidence exacte demeure inconnue. Les chiropracteurs sont d'ailleurs les professionnels de santé chez qui le nombre d'effets indésirables consécutifs à des manipulations est le plus élevé. Bon, je vais le répéter parce que la phrase elle est courte et elle est quand même importante. Les chiropracteurs sont d'ailleurs les professionnels de santé chez qui le nombre d'effets indésirables consécutifs à des manipulations est le plus élevé. Bon, d'ailleurs, sont d'ailleurs des professionnels, du coup en France on dirait de la santé, pas de santé, mais c'est pas grave. Enfin, la faible qualité des preuves concernant les manipulations simulées ajoute une incertitude supplémentaire dans la comparaison des interventions. Toujours pareil, je veux proposer ma technique, ok? Donc il y a quelqu'un qui a mal au dos, je vais proposer ma technique, et pour faire un essai contrôlé à moitié randomisé, ce que je vais faire c'est que je vais proposer une autre thérapie aux autres. Donc moi je vais faire ma technique spéciale avec mes mains, et puis les autres, on va leur donner, je sais pas... par exemple, on peut donner un poison qui donne des douleurs insupportables. Et effectivement, mon traitement sera meilleur parce que j'ai donné quelque chose d'éclaté en face. Bon, voilà, c'est quand même... Voilà. Si vous voulez voir une vidéo d'un chiropracteur bien éclaté, j'ai fait cette vidéo-là. En fait, on voit un chiro qui fait une séance, et on voit tout ce qui... plein de trucs éclatés, c'est assez incroyable. Et à chaque fois, du coup, bah, j'explique pourquoi c'est éclaté, avec des références à l'appui. Bon, voilà, c'est drôle. Effectivement, donc, les ostéos et les chiros, tout le monde est servi sur ma chaîne YouTube. Il n'y a vraiment pas de compétition, d'accord? C'est vraiment un travail qu'on fait main dans la main, tous ensemble. Bon, voilà, je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Effets et mécanismes potentiels de l'ostéopathie et de la chiropraxie dans les douleurs musculo-squelettiques. Donc l'effet global d'un traitement se divise en 3 facteurs, ok? On va avoir l'effet spécifique, les effets contextuels et les effets non spécifiques. Ça, en fait, si vous savez pas ça, et que vous traitez de la douleur, notamment musculo-squelettique, dans d'autres domaines ça existe, mais notamment de la douleur musculo-squelettique, si vous savez pas ça, c'est un peu compliqué quand même de comprendre un peu ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, cette vidéo-là, quand j'ouvrirai mon école de kinésithérapie, au lieu de commencer avec des cours éclatés quoi j'ai commencé? De manutention et d'anatomie, tout ça. Premier cours, on arrive premier jour, on mate cette vidéo tous ensemble, avec un bon petit café. Pour ceux qui aiment pas le café, il y aura du thé, pas de souci. Et première vidéo qu'on regarde, on regarde cette vidéo-là que je suis en train de faire, et on s'attardera un petit peu sur les mécanismes comme ça, ok? Comme ça, on se calme direct sur tout ce qu'on croit pouvoir faire plus tard. Donc les effets spécifiques, ça correspond aux changements cliniques directement liés aux mécanismes propres à l'intervention. Les effets contextuels, là, c'est ce qui va résulter de la relation thérapeutique et du contexte dans lequel les soins sont dispensés. Ok, si votre kinésithérapeute, quand il vous accueille, il vous dit bonjour connard, et que, son cabinet est dans les égouts, la relation thérapeutique elle sera toujours moins bonne que si la personne elle vous dit bonjour monsieur, bonjour madame, et que le cabinet il est beau, il sent bon et tout ça.
Même s'il fait le même traitement, ça sera peut-être plus efficace quand c'est pas dans les égouts, quoi. Enfin, les effets non spécifiques englobent les phénomènes comme l'évolution naturelle de la maladie ou la régression à la moyenne. Ils influencent la réponse clinique sans être liés à l'intervention elle-même. On va voir un petit peu tout ça juste après. La somme des effets contextuels et non spécifiques est appelée réponse placebo, car elle correspond au changement perçu par le patient indépendamment des effets spécifiques du traitement. Il est important de souligner que ces facteurs s'influencent mutuellement et ne peuvent pas être complètement isolés les uns des autres. Donc dans les effets non spécifiques, on a dit évolution naturelle, fluctuation dans l'intensité des symptômes. Donc ça veut dire quoi? Bah c'est toujours pareil. En fait, c'est vous avez super mal, vous avez super mal au dos. En fait, vous avez mal au dos. D'un seul coup, très mal au dos. C'est à ce moment-là que vous allez consulter le médecin. Et en fait, derrière, euh, ça va aller mieux parce que en fait, c'est juste que votre mal de dos, il a juste évolué. Bon bah voilà, vous allez mettre ça sur le compte de votre consultation. En fait, non. La régression vers la moyenne, bah, c'est un peu ce que. Bon, alors, je vais essayer de dissocier un petit peu. Fluctuation dans l'intensité des symptômes, c'est que vos symptômes ils montent, ils diminuent, ils montent, ils diminuent. Voilà, quand on a mal au dos, on n'a pas toujours mal au dos pareil. Bah, si vous consultez au moment où c'est un peu un pic, bon, bah, ça derrière, ça va diminuer. Ouais, c'est normal, c'est parce que c'est pas toujours pareil. La régression vers la moyenne, en fait, c'est que votre douleur, l'intensité de la douleur, elle va se distribuer autour d'une certaine moyenne, et vous allez plutôt être amené à consulter quelqu'un quand la douleur, elle va être très forte. D'accord? Sauf que, en fait, par effet statistique, logiquement, elle va revenir plus proche de la moyenne. Donc vous, pareil, à chaque fois, vous allez mettre ça sur le compte de votre traitement. En fait, c'est juste l'évolution naturelle. Les erreurs de mesure, bon, je vais prendre un exemple un peu nul, mais en gros, vous avez mal à 5 sur 10, mais objectivement, on dirait objectivement. Bon, dans la douleur, c'est un peu bizarre, mais on s'en fiche. C'est vraiment pour le truc. Euh, vous avez mal à 5 sur 10, mais vous dites que vous avez mal à 8. Et en fait, après le traitement, vous avez exactement la même douleur, mais vous êtes dans un bon jour. Et vous dites que vous avez mal à 5, vous avez diminué de 3 grâce au traitement. Bah, en fait, non, c'est juste que la douleur était la même et que vous, bon, bah, vous l'avez mal évalué à un moment. D'accord, bon, un peu bancal mon truc. Ou on peut faire ça avec la prise de tension. Admettons, on vous prend la tension à un moment donné. Je sais pas, vous êtes à 150, mais l'appareil que vous utilisez, il a une marge d'erreur de 20 mm de mercure. La fois d'après, vous prenez à 13, vous avez pris un médicament enfin à 130, vous avez pris un médicament entre les deux, le médicament, on vous dit, bah, il a baissé de 20 mm de mercure. Ouais, mais en fait, l'appareil que vous avez utilisé, il avait une marge d'erreur de 20 mm de mercure. Vous êtes dans la marge d'erreur, difficile de dire que c'est bien votre médicament qui a été efficace. D'accord? On peut faire ça sur la prise de muscle. La prise de muscle, quand on prend du muscle et qu'ils font des analyses par échographie ou des choses comme ça, il y a une marge d'erreur en termes de, je sais plus combien elle est, mais admettons, je dis, je sais pas, c'est 3 mm. Voilà, si vous avez pris 3 mm avec l'entraînement qu'on vous a fait, bah, peut-être que vous étiez dans la marge d'erreur du début. Difficile de dire si vous avez pris du muscle ou si juste c'est l'appareil qui n'a pas été assez précis. Il y a l'effet Hathorne, donc modification du comportement du patient, simplement parce qu'il est observé. Donc en gros, parce que vous êtes dans une étude, bah voilà, vous allez modifier votre comportement, vous avez mal à dos, vous allez vous dire, ah bah, je vais essayer de manger mieux, je vais essayer de faire un peu de sport à côté, tout ça. Bon voilà. D'ailleurs, il y a aussi il y a, j'en parlerai après. Les facteurs contextuels, quant à eux, englobent les caractéristiques du thérapeute et du patient, la relation thérapeutique entre eux, les caractéristiques du traitement, ainsi que le contexte dans lequel les soins sont dispensés. Il y a aussi des choses qu'il faut savoir qui sont indépendantes du traitement aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir des patients qui ont mal au dos, ils sortent d'une période difficile au travail, ils ont peu dormi, ils étaient stressés, ils viennent vous voir. À côté de ça, ils commencent à pouvoir mieux dormir, ils remangent mieux, ils ont le temps de refaire du sport, ils vont aller mieux parce qu'ils ont pris des mesures hygiénico-diététiques, on va dire. Et en fait, vous allez mettre l'amélioration sur le compte du traitement, peut-être que lui aussi, mais en fait, c'est tous les changements que lui a entrepris de son côté qui ont changé les choses. Si vous voulez comprendre tout ça, effets spécifiques, effets non spécifiques, effets contextuels, placebo, tout ça, vous avez cette vidéo, et là, c'est 1h10 où on parle que de ça. On parle vraiment que de ça. Facteurs spécifiques dans les pratiques ostéopathiques et chiropractiques en soins musculo-squelettiques. Les facteurs spécifiques liés à l'ostéopathie et à la chiropraxie n'ont pas encore été clairement démontrés. Voilà, et donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Les facteurs spécifiques liés à l'ostéopathie et à la chiropraxie n'ont pas encore été clairement démontrés. Donc la thérapie manuelle vertébrale est probablement la technique la plus étudiée, présentant une certaine plausibilité biologique et couramment utilisée à la fois par les ostéopathes et les chiropracteurs. Ça aussi toujours un peu des doutes quand effectivement la manipulation vertébrale on a des études, mais après vous avez des gens ils vont vous proposer des manipulations au niveau des mains ou des os du pied, je pense qu'il y a quand même moins d'études sur le sujet.
Donc la manipulation vertébrale est supposée soulager les douleurs MSK par le biais de mécanismes neurophysiologiques variés. Bon ça généralement vous le savez. Au niveau périphérique, la manipulation vertébrale pourrait réduire l'activité des cytokines pro-inflammatoires et le stress oxydatif, contribuant à diminuer l'inflammation et la sensibilisation périphérique. Au niveau spinal, on pense que la manipulation spinale induit une inhibition segmentaire, ce qui diminue la sommation temporelle des signaux nociceptifs, et ça va atténuer du coup en fait les processus de sensibilisation centrale. Ces effets ont été observés par une augmentation des seuils de pression douloureuse dans les dermatomes et myotomes concernés et une réduction de la sensibilité au stimulus thermique. Donc en fait, on vous teste les seuils de pression sur un dermatome par exemple, on appuie de temps, ça fait mal, et après on vous manipule, et dans le territoire, il faut appuyer plus fort pour que ça fasse aussi mal. Cependant, bien que la manipulation vertébrale influence ces paramètres neurophysiologiques, ces modifications ne s'accompagnent pas toujours d'amélioration cohérente de la douleur, de la raideur ou des fonctions physiques. Ça, c'est important de le noter. Les voies inhibitrices descendantes pourraient également jouer un rôle dans la diminution de la perception de la douleur, mais il reste difficile de déterminer si cela résulte d'un effet spécifique, ou plutôt de facteurs non spécifiques ou contextuels. On peut aussi activer les voies inhibitrices descendantes en faisant du sport, d'accord, en faisant un effort physique. Bon, il a été proposé de renforcer la qualité des études et des méthodes utilisées, bon, ça c'est normal. Réponse placebo. Interaction donc entre les facteurs non spécifiques d'un côté et contextuels dans les pratiques ostéopathiques et chiropractiques pour les soins MSK. Les effets placebo et nocebo, donc c'est des réponses thérapeutiques qui apparaissent indépendamment de l'efficacité intrinsèque d'une intervention. Plus précisément, c'est le système nerveux qui détermine si une réponse au traitement est perçue comme favorable ou non. Ces phénomènes positifs ou négatifs sont enracinés dans des modulations comportementales, émotionnelles et cognitives. Et donc la réponse placebo englobe un large éventail de facteurs, donc ça va être les traits de personnalité, la relation patient-thérapeute, les influences culturelles, les facteurs génétiques, les réponses conditionnées, l'apprentissage par observation, les mécanismes de modulation descendante et les dynamiques cérébrales. Donc en fait, il va y avoir tout un tas de facteurs qui va jouer en fait sur la réponse placebo et le fait que certaines personnes vont en avoir une plus importante que d'autres. Voilà. Ces éléments semblent jouer un rôle important dans les résultats observés dans les médecines complémentaires et alternatives. La réponse placebo est inséparable de la pratique clinique et est activée par l'interaction entre facteurs contextuels et facteurs non spécifiques. Bien évidemment, je rappelle aussi que certains disent que l'effet placebo, on peut montrer par exemple l'efficacité de l'ostéopathie chez les animaux ou chez des bébés, et que chez ces personnes-là, il n'y a pas d'effet placebo. Bien évidemment, c'est faux. Hein. J'ai pas mis d'études là. C'est pas un sujet que je maîtrise parce que je lis pas beaucoup d'études sur les bébés ni sur les animaux. Mais il me semble que l'effet placebo existe chez les bébés, il existe chez les animaux, et une autre chose, de toute façon, qui va confirmer les choses, c'est qu'il existe même quand vous prévenez à la personne qu'il peut y avoir un effet placebo, ok? C'est ce qu'on appelle les open placebo, placebo ouvert, où on dit à la personne que voilà, c'est un traitement placebo, par exemple. Donc voilà, donc ça marche chez les bébés, ça marche chez les animaux, ça marche chez les gens, même quand on leur dit que là, en gros, c'est un traitement placebo, donc voilà. D'ailleurs, d'un point de vue éthique, c'est peut-être un peu mieux. Toutefois, il est essentiel de noter que fonder une thérapie uniquement sur la manipulation de ces facteurs conduit à des réponses cliniques fortement variables et imprévisibles. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, vous allez avoir une grande dispersion des résultats, en fait. De plus, la durabilité à long terme de ces effets est incertaine, ce qui suggère une valeur limitée et un risque d'interférence avec des traitements réellement appropriés. Les MCA peuvent également générer une réponse nocebo, aggravant ainsi l'état du patient. Effectivement, en fait, vous avez le traitement, bon, il fait pas grand-chose finalement, mais chez certains, il va être efficace, et vous allez avoir d'autres personnes qui vont se taper des effets secondaires incroyables. Voilà. Les facteurs contextuels et psychologiques sont fondamentaux dans le phénomène placebo. Les thérapies comme l'ostéopathie ou la chiropraxie mobilisent souvent ces éléments de manière intentionnelle ou non. Les facteurs contextuels aussi, il y a une chose qui est importante, par exemple, vous regarderez, alors je vais pas faire de généralisation abusive, mais il y a des cabinets de kiné, quand vous rentrez dedans, ça fait cabinet de kiné un peu endroit de santé. Voilà, c'est blanc, les produits utilisés, et ça peut être des produits qu'on retrouve dans les hôpitaux, dans d'autres lieux de santé. Vous avez cette odeur très particulière. Voilà, vous allez dans un cabinet d'ostéo, en général c'est beau, c'est doux, il peut y avoir une lumière tamisée, une bonne odeur et tout ça. Et déjà, rien que ça va conditionner des résultats. Ok. Par exemple, dans les traitements conservateurs essentiellement passifs utilisés chez des patients souffrant de lombalgie chronique non spécifique, environ la moitié de l'effet global du traitement peut être attribué à des effets non spécifiques, présents même en l'absence de traitement. Donc ce qu'on appelle l'évolution, ça peut être l'évolution, par exemple, naturelle du mal de dos, plutôt qu'à des effets spécifiques ou à des effets placebo déclenchés par la thérapie. Il est important de reconnaître que la réponse placebo ne constitue qu'une facette parmi les nombreuses variables qui influencent l'interaction
entre un patient, un thérapeute et une situation clinique. Les résultats d'une intervention donnée peuvent être affectés par des effets non spécifiques comme l'histoire naturelle, la régression vers la moyenne ou encore les attentes générées par la thérapie. Les attentes, ça va être quelque chose aussi d'important. Si vous avez des attentes négatives par rapport à quelque chose, par rapport à un traitement, il a moins de chances de marcher que si vous avez des attentes très positives. Effet médié par les processus cognitifs et biais dans les pratiques ostéopathiques et chiropractiques pour les soins MSK. Les facteurs émotionnels, cognitifs et sociaux jouent un rôle central dans la manière dont les individus réagissent à une thérapie. L'attention, le soin, le soutien émotionnel et les explications fournies durant le traitement peuvent influencer significativement l'expérience du patient, indépendamment de l'efficacité réelle du traitement. Voilà. Et nous, c'est vrai que ce qu'on cherche aussi, donc effectivement, tout le reste est important, mais c'est bien d'utiliser un traitement dont on sait qu'il y a une efficacité réelle. Le sens attribué à un symptôme et la façon dont il est pris en charge sont essentiels pour déterminer la réponse thérapeutique. En fait, comment la personne vit sa douleur, c'est important. Par exemple, vous avez une personne qui a des douleurs au genou et qui a de l'arthrose par exemple, et que pour cette personne, vous le faites faire du sport et pour elle, dans sa perception des choses, que vous lui expliquez ou quoi, en fait, elle renforce ses articulations, elle renforce ses muscles, qui va lui permettre de faire plus d'efforts. Bah, elle va interpréter la douleur pendant l'effort comme c'est moins un problème, et elle va peut-être générer des attentes positives par rapport à ça. Une personne à l'inverse qui a de l'arthrose et qui pense qu'à chaque mouvement c'est pire, bah, la douleur pendant les exercices, elle va moins bien les tolérer, elle aura des attentes moins positives, voire des attentes négatives, parce que pour elle, vous êtes en train de lui éclater son cartilage. Certaines médecines complémentaires et alternatives proposent des récits alternatifs qui permettent aux patients de réinterpréter leur expérience, améliorant ainsi leur bien-être psychologique. De plus, la participation à des groupes ou des communautés qui soutiennent ces pratiques peut procurer un sentiment d'appartenance et de soutien social contribuant au bien-être émotionnel. Ces réponses psychologiques sont également influencées par des biais cognitifs, définis comme des schémas systématiques pouvant, c'est pas là il y a une problème de traduction, fausser, on va dire, la perception, la mémoire et le raisonnement et conduire à des conclusions erronées ou à des décisions sous-optimales. La littérature met en évidence plusieurs biais cognitifs jouant un rôle important dans le contexte thérapeutique, tels que le biais de causalité, le biais d'autorité, mais aussi le biais d'optimisme, l'illusion de contrôle et le biais de confirmation. Après tout ça, ça peut être utilisé par le thérapeute en fait, soit le thérapeute peut en être victime, soit il peut les utiliser, soit c'est le patient qui peut en être victime. Le biais de causalité, donc là ça survient lorsqu'un résultat spécifique est à tort attribué à une action particulière, souvent en raison d'un faible besoin de preuves. Les personnes sujettes à ce biais ont tendance à attribuer toute amélioration de leur état de santé à une pratique qui correspond à leurs croyances ou à leur expérience antérieure. On va prendre l'exemple d'une lombalgie non spécifique. Dans 50% des cas, ça passe en 5 jours. On va prendre cette stat-là. Et la personne qui a mal au dos a de fortes croyance par rapport aux ventouses, elle va consulter son thérapeute au bout du 3e jour de douleur, 2 jours après elle a plus mal, elle va attribuer les effets aux ventouses, parce que pour elle c'est efficace, ça correspond nickel avec son récit, ses croyances. Le biais d'autorité se manifeste lorsque l'opinion d'un expert tel qu'un professionnel de santé est considérée comme suffisante par le patient pour prendre une décision indépendamment des preuves scientifiques. Bien évidemment, c'est pas suffisant, un avis d'expert, l'avis de quelqu'un, le biais d'autorité, c'est pas des raisons suffisantes de croire ce que dit la personne. Des recherches montrent que de nombreuses pratiques de santé non validées sont recommandées par des professionnels eux-mêmes peu informés sur la validité de ces pratiques. Et donc on peut se retrouver avec des médecins qui vont, ou des pharmaciens qui vont vous parler d'homéopathie ou des choses comme ça. Même des médecins qui vont recommander la naturopathie. Ça existe. Le biais d'optimisme, donc ça traduit la tendance à surestimer les résultats positifs et à sous-estimer les risques potentiels, amenant certains patients à croire que ces thérapies sont intrinsèquement sûres ou plus efficaces qu'elles ne le sont réellement. Donc il y a ce biais d'optimisme-là, et après aussi le biais d'autorité. Par exemple, on peut vous dire que le dry needling, il n'y a pas de risque. Il y a des risques, ils existent. Certains sont relativement rares, comme percer un nerf avec une aiguille, mais en plus, on peut avoir des patients, des praticiens pardon, qui vous disent que ça ne transperce pas les nerfs, par exemple, alors qu'on a tout un tas de données qui prouvent l'inverse. Enfin, l'illusion de contrôle correspond à la croyance qu'il est possible d'influencer les résultats au-delà de ce qui est réellement contrôlable, ce qui peut renforcer la confiance du patient et du praticien dans ses interventions, même en l'absence de preuves objectives. Et ensuite, on a le biais de confirmation, donc qui accentue encore ses effets en poussant particulièrement les professionnels à interpréter sélectivement les informations qui confirment leurs croyances préexistantes tout en écartant les preuves contradictoires. Quand j'utilise du dry needling, ça marche, je prends en considération tous les patients chez qui ça marche. Et je vais me rappeler de ceux-là. Tous ceux chez qui ça marche pas,
ce sera pas la technique de dry needling qui a pas marché, c'est juste que peut-être il y avait d'autres choses, ou peut-être c'est ce patient-là qui est pas réceptif, ou peut-être que c'était pas la bonne indication, mais quand c'est la bonne indication, ça marche toujours. Enfin voilà, il peut y avoir... Après, on se raconte les histoires qu'on veut, ah, c'est pas un souci. Donc cela peut nuire au raisonnement clinique en introduisant des distorsions cognitives qui biaisent la prise de décision. Ces déformations cognitives ne se contentent pas d'altérer les décisions thérapeutiques, elles soulignent aussi l'importance de développer l'esprit critique et de promouvoir les pratiques fondées sur les preuves afin de limiter leur impact dans les soins musculo-squelettiques. Nous, ce qu'on veut, euh, c'est ne pas tomber dans certains biais et avoir des données valides pour proposer les traitements les plus efficaces possibles à nos patients. Parmi les effets psychologiques supplémentaires influençant l'interprétation des MCA, on retrouve donc l'effet Barnum, l'effet Hawthorne. Donc Hawthorne, c'est, on le verra après, et donc Barnum, c'est fréquemment exploité dans les domaines pseudo-scientifiques, hein. Ça survient lorsque des individus perçoivent des descriptions vagues et générales comme étant très précises et personnalisées. D'accord? Donc c'est ce qu'on utilise dans l'horoscope, ok? Où vous lisez n'importe quel signe, vous avez l'impression que c'est pour vous. Donc quand on vous lit que le vôtre, vous avez l'impression vraiment que c'est pour vous. Donc en gros, voilà, c'est ce qui est utilisé dans ce genre de choses. Ou alors dans des situations spécifiques, ça peut marcher. Par exemple, je sais pas, moi, vous êtes à un spectacle et puis la personne vous fait monter sur scène et donc bah, vous êtes un peu stressé, vous vous serrez la main et la personne elle vous dit ah oui, je vous sens un petit peu tendu, vous vous attendiez pas à être appelé. Je pense que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas, vous n'aimez pas vous perdre le contrôle, vous aimez bien avoir du contrôle sur les décisions que vous prenez et tout ça. Et là, la personne, vous vous dire ah ouais, purée, il est fort quand même de faire ça. Oui, mais en fait, il aurait ça à n'importe qui, ça marche en fait. Bon, voilà. Et ensuite, l'effet Hawthorne, c'est décrit le fait que des patients peuvent modifier leur comportement et déclarer une amélioration simplement parce qu'ils participent à une prise en charge qui inclut un suivi régulier et personnalisé. Ce phénomène il est particulièrement marqué dans les thérapies où les critères d'évaluation sont subjectifs, comme la douleur ou les notions de dysfonction. Les patients peuvent exagérer l'amélioration de leurs symptômes pour répondre aux attentes du thérapeute, ce qui mène à surestimer l'efficacité du traitement, qu'il soit réellement efficace ou non. Par ailleurs, le rituel thérapeutique associé à la promesse de résultat peut influencer la perception et l'évaluation des symptômes, de nombreux patients validant les changements attendus pour satisfaire le thérapeute. Même si ces mécanismes psychologiques sont présents à divers degrés chez chacun, certaines caractéristiques individuelles augmentent la vulnérabilité à la persuasion de ces approches et récits thérapeutiques. Notamment des traits, donc les traits c'est des caractéristiques psychologiques on va dire, comme la complaisance, l'introversion ou le manque de prévoyance sont associés à une sensibilité accrue à ces influences. Voilà. Donc en fait, ne va pas être, euh, tout le monde ne va pas être réceptif pareil à ce genre de choses. Les effets médiés par le contexte dans les pratiques ostéopathiques et chiropratiques pour les soins musculo-squelettiques. Les facteurs contextuels, on en a parlé tout à l'heure, dans l'interaction thérapeutique entre les patients et les professionnels de santé, englobent un large éventail d'éléments. Ils dépassent les actions spécifiques du traitement et incluent notamment l'environnement physique, la qualité de la relation avec le professionnel, les attentes du patient et la crédibilité perçue du thérapeute. Comme je vous ai dit, celui qui est poli, qui est propre sur lui et qui vous accueille dans un bon environnement, même si à technique égale, il sera plus efficace, logiquement, que la personne qui vous accueille en vous insultant, tout crado, dans les égouts. De plus, les rituels, les signes de guérison et d'autres éléments symboliques associés au processus thérapeutique peuvent également jouer un rôle important dans la réponse du patient. Il arrive fréquemment que les attentes et la perception des résultats divergent entre les soignants et le patient, ce qui peut conduire à une insatisfaction vis-à-vis des soins conventionnels. Cette insatisfaction constitue un facteur clé du recours au MCA. Les attentes d'un patient concernant l'efficacité d'une thérapie peuvent influencer de manière significative sa perception des résultats du traitement. Si une personne s'attend à aller mieux, elle est plus susceptible de percevoir une amélioration même si le traitement est objectivement inefficace. Inversement, des attentes négatives peuvent entraîner une perception défavorable des résultats même si le traitement est objectivement efficace. Et ça, c'est assez incroyable. Des expériences positives antérieures peuvent également amplifier la réponse au traitement. Par exemple, une personne ayant déjà obtenu un soulagement après des manipulations ostéopathiques ou chiropratiques répondra plus favorablement à une séance ultérieure similaire. Et ça, vous avez déjà été confronté, que vous soyez kiné ou ostéo, pour les kinés, oui, mon ostéo il me fait craquer ça et ça va mieux. Et pareil en ostéo, oui, mon ancien ostéo il me faisait craquer ceci ou il me faisait une autre technique, il me remettait cela. Et voilà, du coup, je veux que vous me fassiez ça. Voilà. Donc cette influence des attentes a été observée dans une étude où des patients souffrant de lombalgie ont reçu des instructions positives ou négatives concernant les effets attendus d'une manipulation lombaire, et ceux à qui on avait suggéré une amélioration ont ressenti une diminution de la douleur, dans la zone traitée. Ceux à qui on avait induit des attentes négatives ont rapporté une augmentation de la douleur dans cette même région. Donc d'un côté hypoalgésie, de l'autre côté hyperalgésie, avec le même traitement, juste en changeant les consignes. D'accord ?
Donc là, rappelez-vous, les personnes qui vous vendent de la spécificité dans les techniques. Fait intéressant, ces changements de perception étaient localisés à la zone où la manipulation était attendue, sans effet sur les membres inférieurs où aucune attente n'avait été formulée. Donc les attentes, de toute manière, les attentes elles peuvent être, comment dire, circonscrites dans l'espace et le temps. D'accord? Là, c'est dans l'espace, et dans le temps, on a des études où on met des crèmes qui sont censées avoir certains effets. On leur dit la crème, elle fera effet au bout de 10 minutes. Si on fait des tests avant les 10 minutes, il n'y a pas d'effet. Après les 10 minutes, il y a des effets. Voilà, donc on peut gérer ses attentes dans le temps et dans l'espace. Les rituels et cérémonies associés au MCA peuvent aussi influencer la perception de l'efficacité thérapeutique, contribuant à des effets ressentis, même en l'absence d'effets spécifiques. Le paradoxe de l'efficacité illustre bien cela. Et ça, il faut être très au clair avec ça. Une intervention complexe comme la manipulation viscérale ou crânio-sacré peut avoir peu d'effets spécifiques, mais produire un effet placebo important. A l'inverse, un traitement conventionnel avec un effet spécifique modéré, mais un faible effet placebo, peut être perçu comme moins efficace par le patient. La complexité perçue d'une intervention est souvent corrélée euh, à son efficacité perçue. Ce paradoxe de l'efficacité a été exploré dans des études récentes. Certains patients rapportent un soulagement significatif de la douleur après des séances d'ostéopathie ou de chiropraxie reposant principalement sur des manipulations. Ces effets positifs sont à court terme et largement attribués à la réponse placebo, favorisée par la prise en charge personnalisée, la relation thérapeutique, le temps accordé par le praticien et la perception de spécificité du traitement. Donc là, c'est des cases qu'on coche avec l'ostéopathie et la chiropraxie. D'accord? Cependant, les données actuelles indiquent qu'il n'existe pas de différence significative entre les modalités d'application de ces manipulations. Leur utilisation devrait donc être guidée avant tout par le confort du patient et ses préférences. Waouh! Est-ce qu'il y a besoin de faire 1 an de formation en thérapie manuelle pour en arriver là? Est-ce qu'il y a besoin de... Non, je ne pense pas. A l'inverse, l'exercice thérapeutique dispose de preuves solides démontrant son efficacité pour améliorer la douleur et la fonction sur le long terme. Toutefois, ces effets peuvent mettre plus de temps à apparaître et nécessitent un engagement actif du patient, ce qui peut réduire l'adhésion et la perception de résultats. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'exercice, c'est bien, mais il peut y avoir certaines... c'est bien voilà, sur efficacité pour améliorer la douleur, la fonction sur le long terme, mais ça peut mettre plus de temps, on a moins l'effet on-off. Voilà, donc du coup, il faut un engagement actif du patient, voilà. Donc le paradoxe de l'efficacité, donc en gros on se retrouve là, vous avez l'effet conventionnel, les effets spécifiques sont supérieurs, mais la réponse placebo est plus faible. Donc voilà, là en fait on a des effets spécifiques qui sont supérieurs à ici, la réponse placebo est plus faible, mais là elle est tellement grande en fait que du coup l'effet total il est plus important. Pourtant la technique est moins spécifique, il y a moins d'effets spécifiques. Donc le paradoxe de l'efficacité met en lumière les écarts entre les résultats perçus par le patient et l'efficacité réelle de l'intervention. Et ça, on peut le retrouver dans pas mal de choses. Et c'est ce qu'on peut retrouver ici, par exemple, là c'est pour les douleurs de genoux. Donc là, on a l'application de crème anti-inflammatoire. Là, c'est les infiltrations de corticostéroïdes. Et en gros, bah, on voit que les effets spécifiques sont bien plus importants ici que ici, mais on voit que les effets contextuels sont bien plus importants ici que ici, et donc l'effet total, bah, la crème anti-inflammatoire est plus efficace que l'infiltration. Voilà. Alors que l'effet spécifique est beaucoup plus important ici. C'est ce qu'on peut retrouver aussi, par exemple, ici, dans cette étude-là. Alors, on peut parler des choses placebo mis en place, mais on s'en fiche, ça illustre ce que je veux raconter. C'est-à-dire que là, si on prend l'exercice, les effets spécifiques, ok, ils sont, allez, un peu plus importants, on va dire. Par contre, les effets non spécifiques ici sont bien plus importants, et donc du coup, on a le training qui est bien plus efficace que l'exercice. Voilà. Cette portion-là, elle est plus petite que celle-là, mais celle-là, elle est tellement plus importante qu'elle prend le dessus. Voilà. Après, vous avez la question de qu'est-ce qu'on en fait de ça, en fait, d'un point de vue éthique. Est-ce que si on propose un traitement qui est full placebo, enfin dans ce cas-là, vu qu'on sait que le dire ça marche quand même, est-ce qu'on doit le dire? Comment voilà? Est-ce que par exemple ceux qui font du dry needling, est-ce que vous appliquez un dépassement d'honoraires pour l'application du dry needling, pour le matériel et tout ça? Est-ce que pour des effets placebo, c'est justifié?
Ça, c'est la question. Ainsi, les résultats positifs perçus par certaines personnes lors de l'application de techniques à faible valeur thérapeutique semblent être davantage liés aux caractéristiques intrinsèques du processus thérapeutique qu'à l'intervention physique elle-même. Ces caractéristiques peuvent inclure, donc on revient sur les choses, l'environnement dans lequel se déroule la thérapie, le cadre théorique sur lequel repose l'approche, l'évaluation effectuée à chaque séance, le toucher thérapeutique, la participation active du patient à sa prise en charge. Effectivement, par exemple, si vous prenez rendez-vous chez l'ostéo ou le chiro, vous avez un rendez-vous rapidement, la séance elle dure 1 heure, elle peut durer plus, donc voilà, la personne peut vous donner, oui voilà, vous avez cette vertèbre-là qui est comme ceci, qui est comme cela, je vais appliquer le... Voilà. Il est donc essentiel d'évaluer les effets contextuels susceptibles d'influencer la personne, sa condition, l'intervention et le résultat. Afin de déterminer la pertinence d'une intervention donnée dans chaque situation clinique spécifique, ces facteurs sont fréquemment présents dans des pratiques comme l'ostéopathie et la chiropraxie et peuvent entraîner une confusion chez le thérapeute quant aux effets réels des techniques appliquées. Autrement dit, le thérapeute est complètement matrixé par ce qu'il fait et il pense que c'est vraiment efficace alors qu'en fait, il joue que sur des effets contextuels. Et la réponse placebo. Même si les bénéfices perçus peuvent être importants, il est crucial que les praticiens sachent faire la distinction entre la valeur thérapeutique des facteurs contextuels et l'efficacité spécifique des techniques elles-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Si vous sortez de 5 ans d'études d'ostéopathie ou de vos 4 ans d'école de kiné et que ça, vous n'en avez pas conscience, je pense que ça peut être un problème. Là, on va rentrer un petit peu dans la neurobiologie, donc en fait, sur comment expliquer les effets contextuels en se basant sur la neurobiologie. Et on va se concentrer sur les pratiques ostéopathiques et chiropractiques, dans les soins MSK toujours. Les effets médiés par le contexte. On a vu effet placebo, nocebo. Ils sont modulés par divers systèmes neurobiologiques, notamment les systèmes opioïdes, endocannabinoïdes et dopaminergiques. Et eux, ils vont jouer un rôle essentiel dans la modulation de la douleur et le circuit de la récompense. Ces systèmes contribuent aux effets analgésiques observés en réponse à certains traitements, même en l'absence d'intervention spécifique. De plus, les placebos peuvent influencer les voies sérotoninergiques, affectant ainsi la régulation émotionnelle et l'humeur. Les effets placebo sont également médiés par l'interaction entre ce qu'on appelle la cholécystokinine et les opioïdes endogènes, qui régulent à la fois les effets positifs et négatifs. La modulation neuronale générée par ces effets contextuels implique une connexion fonctionnelle entre plusieurs régions cérébrales telles que, après bon, le cortex préfrontal dorsolatéral, le cortex singulaire antérieur rostral et des régions sous-corticales comme l'hypothalamus, l'amygdale et la substance grise périaqueducale, qui jouent un rôle clé dans l'analgésie induite par le placebo. En gros, ça active des trucs dans le cerveau. Pendant une analgésie placebo, on observe aussi une diminution de l'activité neuronale dans les régions associées à la douleur, comme le thalamus et le cortex somatosensoriel primaire, ce qui pourrait contribuer à une réduction subjective de la perception douloureuse. En outre, les effets placebo modulent également l'activité de la moelle épinière et les voies descendantes de l'analgésie, renforçant ainsi l'impact des facteurs contextuels sur le soulagement de la douleur. Certaines études suggèrent que la morphologie cérébrale et la connectivité fonctionnelle pourraient prédire la réponse individuelle à l'analgésie induite par placebo. A l'inverse, une activation anormale de l'hippocampe a été associée aux effets nocebo. Cette région, conjointement avec l'amygdale, étant impliquée dans le traitement des émotions telles que l'anxiété et la détresse. Donc on voit effectivement que si on joue sur certaines aires en rapport avec les émotions, ça peut conditionner les réponses à la douleur. Il a été observé que lorsqu'on informe les personnes de l'efficacité thérapeutique d'une technique, cela augmente l'activité dans des régions comme le stratum ventral associé au circuit de la récompense et diminue l'activité dans les régions somatosensorielles secondaires et dans le cortex préfrontal dorsolatéral droit. A l'inverse, ces changements d'activité ne se produisent pas lorsque les personnes sont informées que la technique pourrait être inefficace ou douloureuse. Donc voilà, on conditionne les résultats du traitement avec notre bouche. Ça, c'est important. J'ai fait aussi une vidéo sur la communication, quels termes on pourrait éviter, et quel terme on pourrait utiliser et comment ce qu'on va dire, ça va conditionner en fait les résultats d'un traitement. Ah bah voilà, je vous l'ai mis là. Cette vidéo-là, 1 heure sur la communication, quel terme peut être évité, quel terme utiliser, comment les termes que vous allez utiliser vont conditionner même le traitement que le patient voudra. D'accord? Il y a des termes où le patient va dire « Oh, c'est déchiré, il va falloir la chirurgie, donc la kiné ça va pas me servir. » Il y a des termes, ils vont se dire « Oh, bon bah en fait ça, pour le même problème, ah bah ça la kiné ça peut me servir. » Donc là, vous avez une petite infographie. Donc, les instructions données aux patients et les attentes générées autour d'une intervention de santé semblent déclencher des modifications, comme on l'a vu juste avant, neurobiologiques, qui s'alignent avec la perception qu'a le patient de l'efficacité du traitement. Ce phénomène met en évidence le rôle majeur des facteurs cognitifs et contextuels dans la construction des résultats thérapeutiques. Et on a des études qui suggèrent que les attentes des patients peuvent influencer à la fois les réponses neurophysiologiques et les bénéfices
perçu. Et donc on a ça pour illustrer. Donc en gros, on va stimuler des gens avec une aiguille. Là, on leur dit juste, on va regarder ce qui se passe et on parle pas d'effet antalgique en fait, et on va juste regarder les réponses au niveau du cerveau. Bah, pendant et après la stimulation à l'aiguille, bah, en fait, on n'a pas de différence. Et ceux qu'on informe d'un effet antalgique, en gros, bah, ils vont avoir des activations cérébrales qui vont être différentes. Voilà. Donc c'est toujours, en fait, on revient à la même chose, hein, pour le même, la même thérapie ou le même stimulus, bah, en fait, en fonction de ce qu'on dit avant, ça va impliquer de manière différente les aires cérébrales. Considération éthique des effets médiés par le contexte et le placebo en tant que traitement de première intention. Les mécanismes potentiels à l'origine des effets de l'ostéopathie et de la chiropraxie dans la prise en charge MSK restent débattus. D'un côté, certaines études suggèrent que des mécanismes biologiques spécifiques pourraient intervenir dans ces thérapies, mais ces mécanismes sont mal compris et nécessitent des recherches supplémentaires. De l'autre, les données les plus récentes soulignent l'invraisemblance biologique de ces approches issues des médecines complémentaires et alternatives. Même des praticiens de ces disciplines ont mis en évidence les difficultés à concevoir des interventions témoins crédibles et contextuellement pertinentes, ce qui peut influencer de manière significative les effets placebo observés entre les groupes étudiés. En fait, vous ne mesurez pas la spécificité, vous mesurez juste une différence de réponse au placebo si vous faites les choses mal. En fait, vous avez d'un côté l'effet spécifique, il est pareil des deux côtés, mais c'est la réponse au placebo qui va changer. Donc intégrer dans les systèmes de santé des thérapies dont la plausibilité biologique est faible et dont les effets potentiels reposent principalement sur le placebo, donc facteurs contextuels et non spécifiques, ça soulève d'importants dilemmes éthiques. Des pratiques comme l'ostéopathie et la chiropraxie peuvent entraîner des effets indésirables directs, comme ceux liés aux manipulations cervicales en amplitude maximale, ou indirects, notamment le retard d'un traitement efficace. Ça c'est important aussi, perte de chance pour les patients. Des préjudices émotionnels ou financiers, en particulier pour des personnes à faible revenu. On connaît tous, enfin moi en tout cas je connais des gens qui, quand ils ont mal quelque part, ils vont chez l'ostéo ou le chiro, peu importe, et qui sont capables de faire plusieurs séances dans le même mois, et par rapport à leur budget, ça peut être énorme ce qu'ils vont dépenser pour, voilà, bah, en fait, pour du placebo, voilà. Donc un gaspillage de ressources cliniques, des inégalités dans l'accès aux soins. Bien que l'ostéopathie et la chiropraxie aient accumulé une importante quantité de publications au fil des années, les essais cliniques n'ont pas permis de démontrer des effets spécifiques pour améliorer différentes conditions cliniques, selon les revues systématiques et méta-analyses les plus récentes. C'est pourquoi ces approches restent classées parmi les médecines complémentaires et n'ont pas été intégrées à la médecine conventionnelle. Par conséquent, leur utilisation par des professionnels de santé dans le cadre de la prise en charge musculo-squelettique ne peut être recommandée. Et il y a aussi une chose, parce qu'en fait, vous avez des gens sur les réseaux, quand vous avez des commentaires sous des publications, qui disent des choses complètement absurdes et débiles. En disant, oui, non mais, prouve l'inefficacité de telle technique. Mais en fait, on ne prouve pas une inefficacité. De toute façon, si vous regardez une conclusion d'étude, c'est quand, vu comment c'est formulé et vu comment ça fonctionne, en fait, on conclut à les résultats ont échoué à mettre en évidence nanani nanana, on ne prouve pas une inefficacité ou une inexistence de quelque chose, c'est quand même le truc de base. Et en fait, c'est même pas que la technique en soi, elle est inefficace. C'est que, parce que, en fait, comme on l'a dit, c'est efficace par les effets, par la réponse au placebo. C'est pas ça qu'on veut, c'est est-ce que l'effet il est spécifique? Est-ce que si tu fais 30 minutes de papouille et 30 minutes de séance d'ostéopathie avec des manipulations spécifiques, tu mets dans le même cadre, tu t'expliques des choses différentes, on va dire, mais sans mettre des idées débiles dans la tête du patient, est-ce qu'il y a une supériorité d'un côté ou de l'autre? Voilà, c'est ça la question. C'est comme dire le dry needling, ça n'est pas efficace. On m'avait proposé ça. On m'avait dit, j'ai parlé du dry needling, on m'a dit, oui, mais si tu veux, on peut faire un débat. Moi, toi, tu dis que ça marche pas, et moi, je dis que ça marche. Mais je suis pas débile au point de défendre une. Personne ne dit que ça ne marche pas, en fait. En tout cas, moi, je défendrai jamais le fait de dire que ça marche pas. C'est est-ce que les effets spécifiques sont plus importants que les effets placebo? Est-ce que dans des essais contrôlés randomisés avec un placebo qui est, euh, qui est bon, parce qu'il faut que le placebo soit bon, comme je vous dis, si on compare avec une technique qui sert à rien, bon bah voilà, tout un tas de choses. Par exemple, le dry needling, vous mettez des gants et vous désinfectez une zone. Il y a aussi des codes qui sont en rapport avec peut-être la médecine, on passe la barrière cutanée, des choses comme ça. Donc en fait, on emprunte des codes à la médecine. Est-ce que ça, dans les effets contextuels, ça pèse pas énormément? Donc dans ce cas-là, il faut comparer avec une technique peut-être qui prend des codes aussi de la médecine. Ou si vous utilisez par exemple, ça fait mal quand on pique. Il y a des gens, ils se disent, ouais, mais quand ça fait mal, c'est que ça soigne. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut comparer
avec une technique qui reprend l'école de la médecine et qui fait un peu mal. Voilà. Et donc, il faut trouver un placebo qui soit un bon placebo. Ça, c'est hyper important. Implication pour la pratique clinique, donc dans de nombreux pays, ces interventions doivent être réalisées par des professionnels de santé, ce qui leur confère involontairement une certaine crédibilité du fait de leur association avec les pratiques établies de prise en charge musculo-squelettique. Bien qu'il soit peu probable que ces thérapies disparaissent, de toute façon je pense que personne ne veut ça, et ce texte n'a d'ailleurs pas pour but d'en réclamer la suppression, elles doivent être évaluées de manière critique afin de garantir leur sécurité et leur efficacité. Personne ne veut supprimer ces choses-là, hein, notamment en France, on ne va pas supprimer l'ostéopathie, on ne va pas supprimer la chiropraxie. Et juste la replacer, la mettre au niveau de ce qu'elle est vraiment. Ces pratiques ne devraient pas être promues ni intégrées dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques sans validation scientifique suffisante. À leur stade de développement actuel, la plupart des revues et méta-analyses récentes indiquent que les médecines complémentaires comme l'ostéopathie et la chiropraxie ne sont pas plus efficaces que le placebo ou que l'évolution naturelle des pathologies. Leur efficacité clinique est donc souvent surestimée et elles ne peuvent être recommandées comme traitement de première intention. Cela souligne l'urgence de produire des recherches rigoureuses et de haute qualité pour valider leur mécanisme et leur efficacité. Plutôt que de maintenir une fracture entre disciplines, il est essentiel de favoriser un dialogue constructif et une collaboration entre professionnels pour faire progresser une approche intégrée des soins, notamment au niveau de la recherche. C'est pas forcément de dire la kiné et ostéopathie c'est complémentaire. Voilà. Pour que ce soit complémentaire, il faut que faut que les deux fassent des choses que l'autre ne peut pas faire, quoi. Cette posture équilibrée permettra de n'intégrer aux pratiques courantes que les thérapies dont la valeur est démontrée pour la prise en charge musculo-squelettique, améliorant ainsi les résultats pour les patients et favorisant une prise de décision fondée sur les preuves. Donc là on arrive à la fin, c'est les dernières diapos, donc il y a des limites bien évidemment à cette revue. Donc absence de cadre systématique, c'est pas, c'est aussi c'est une synthèse, quoi, voilà. Une synthèse narrative, faiblesse méthodologique des études incluses, applicabilité restreinte, pertinence limitée de certaines sources, bon, effets non spécifiques mal étudiés, lacunes théoriques. Tout ça, ça fait que bon, bah, le travail que les auteurs ont fait, il aurait pu être encore mieux fait. Voilà. Bon, après, c'est à ces différentes euh, médecines alternatives et complémentaires de produire les ressources, les sources suffisantes pour pouvoir faire des choses un peu mieux. Conclusion et perspective d'avenir, bah, le développement de la prise en charge musculo-squelettique en tant que discipline clinique révèle une zone d'ombre, ou du moins une zone grise, marquée par l'adoption croissante de thérapies qui sont dépourvues de fondements scientifiques solides, ce qui va affaiblir la légitimité de l'ensemble du champ. Le savoir scientifique est indispensable à l'évolution des soins de santé, mais il demeure par nature limité. Pour autant, s'appuyer sur des méthodologies sans rigueur scientifique, même si elles produisent parfois des résultats encourageants, n'est ni prudent ni éthique, ça c'est important aussi. Dans de nombreux pays, l'ostéopathie et la chiropraxie sont pratiquées par des professionnels de santé. Leur association aux pratiques validées de la prise en charge musculo-squelettique leur confère ainsi, par effet d'autorité, une crédibilité injustifiée. Pourtant, ces interventions reposent souvent sur des modèles théoriques et des mécanismes d'action dont la plausibilité biologique est discutable. Des diagnostics tels que les dysfonctions somatiques ou les subluxations vertébrales, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça c'est chez les chiro, sont en contradiction avec les connaissances scientifiques établies. Et on retombe sur la même chose. Quand on fait des affirmations extraordinaires, il faut des preuves extraordinaires, notamment quand on parle de mouvements du crâne avec des mains plus précises que des IRM, il faut y aller quand même pour prouver que il va falloir de la preuve extraordinaire pour ça. Les subluxations vertébrales, pareil, pas de raison de penser que ça existe. Donc fournissez. Enfin voilà, on est dans un. Voilà. Les études évaluant les effets cliniques de ces interventions sont souvent entachées de biens importants, échantillons de petite taille, absence de groupe témoin standardisé, outils d'évaluation inadaptés et recours à des designs observationnels. Parmi les facteurs contextuels et non spécifiques qui influencent les résultats figurent, donc on a vu les attentes des participants, la ritualisation renforcée du soin dans le cadre de la recherche, les expériences antérieures avec des interventions similaires, les interactions avec l'équipe de recherche, ou encore des variables telles que le nombre, le type et le moment des manipulations. La ritualisation renforcée au sein des trucs, c'est juste pour dire en fait que quand vous faites de la recherche, le cadre il est un peu différent de quand vous allez au cabinet, donc du coup ça peut influer, on a vu avec aussi l'effet Absorn, donc voilà, des choses comme ça. À cela s'ajoutent les effets placebo, régression vers la moyenne et l'évolution naturelle de la pathologie. Ces limites réduisent la généralisation des résultats et affaiblissent la confiance dans les conclusions relatives à l'efficacité clinique de ces interventions. À la lumière des données actuelles, ni l'ostéopathie ni la chiropraxie ne peuvent être recommandées comme traitement de première intention pour les troubles MSK. Je répète, à la lumière des données actuelles, ni l'ostéopathie ni la chiropraxie ne peuvent être recommandées comme traitement de première intention pour les troubles musculo-squelettiques. Toutefois, ces pratiques resteront vraisemblablement
présente dans les soins, en raison de facteurs culturels, historiques, politiques et des préférences des patients. Il est donc impératif qu'elles fassent l'objet d'une évaluation critique et ne soient intégrées dans les parcours de soins que lorsque leur sécurité et leur efficacité clinique sont démontrées par une validation scientifique rigoureuse. Et on fait attention avec la généralisation hâtive, hein, c'est pas parce qu'on a des données qui montrent que peut-être, par exemple on a une étude sur l'ostéopathie, avec de l'ostéopathie vraiment, pas que de la thérapie manuelle, qui montre que ça marche, que ça veut dire que ça marche, hein, d'accord, il faut falloir... faut répliquer l'étude, machin, bon tout ça. Et le sophisme de composition, c'est pas parce qu'il y a une technique ostéopathique qui marche que l'ostéopathie est validée. Voilà, c'est des choses importantes. Et donc les recherches futures doivent s'attacher à combler les lacunes identifiées dans les connaissances actuelles. Cela passe par la conception d'essais cliniques randomisés rigoureux, avec des échantillons plus larges et représentatifs, ainsi que des groupes témoins soigneusement définis. Mais c'est quand même une base, hein, là, ce qu'on demande. Il sera également essentiel d'intégrer des approches prenant en compte les facteurs contextuels et non spécifiques souvent négligés, mais qui semblent avoir un impact significatif sur les résultats cliniques. Comprendre ces facteurs contribuera à mieux isoler les effets spécifiques des interventions ostéopathiques et chiropractiques. Par ailleurs, le recours à des technologies avancées comme l'analyse de données neurophysiologiques et leur corrélation avec les résultats cliniques pourrait offrir une meilleure compréhension des mécanismes d'action de ces thérapies. Enfin, des études longitudinales sont nécessaires pour évaluer leur effet à long terme, notamment lorsqu'elles intègrent l'évaluation des influences contextuelles et non spécifiques encore peu explorées à ce jour. L'adoption de pratiques fondées sur les preuves doit rester une priorité, évidemment. Cela suppose que les professionnels de santé se tiennent informés et évaluent de manière critique la qualité méthodologique des études publiées. Et on a fini avec cette vidéo. Donc, on a vu un petit peu pourquoi des thérapies éclatées semblent fonctionner, on a vu tous les problèmes qu'il y avait, on a vu des pistes pour résoudre ces problèmes, on a parlé un petit peu d'effets placebo, on a vu donc effets spécifiques, non spécifiques, effets spécifiques, non spécifiques, les effets contextuels et tout ça. Réponse au placebo, donc voilà, une vidéo assez longue, mais vraiment très importante, très pertinente, que toute personne du coup qui exerce dans le champ musculo-squelettique devrait connaître, que ce soit ostéopathie, non, enfin, non, que ce soit des ostéopathes, des chiropracteurs et même des kinés, hein, là pour le coup, tout le monde devrait avoir connaissance de ces choses-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis bah, on se dit à la prochaine. Salut!